Salut à tous, nous sommes dans des vignes, je suis à Champagne-Ardenne, dans la région du Grand Est, c'est en France. Et aujourd'hui donc on va s'intéresser au champagne, cette boisson prestigieuse qui est prisée par des millions de consommateurs à travers le monde. Et dans cette région donc on compte près de 5000 maisons de champagne. Quelques-unes ont bien voulu ouvrir leurs portes à la télévision nationale du Cameroun. Je vous propose de nous suivre, nous serons en immersion totale dans ce qu'on appelle la fabrication du champagne. Suivez-nous. Alors nous sommes dans une unité de production artisanale de champagne et je suis en compagnie de Florence. Alors vous allez nous dire un tout petit peu ce qui se passe ici. Donc au niveau des vendanges, donc une fois que les cueilleurs ont rempli leur cac, c'est-à-dire les caisses rouges qui font en gros 45 kg. D'accord. Ces caisses arrivent sur des palettes, il y a 12 caisses. Elles sont pesées. Une fois qu'on a 4000 kg de raisin, il faut qu'on presse le marc. Ça s'appelle un marc. 4000 kg de raisin, un marc. Donc ils vont verser les raisins dans le pressoir. Alors ça c'est le pressoir. Voilà, ils sont à 4 autour du pressoir, 2 devant, 2 derrière. Et ils remplissent le pressoir de 4000 kg. Ils ferment les volets et ils pressent une première fois. Une fois que les raisins sont tassés, on est obligé de faire ce qu'on appelle une retrousse. C'est-à-dire qu'ils relèvent les volets et avec une fourche, ils vont reprendre les raisins qui sont à l'extérieur pour les remettre dans le centre. Et cette opération-là, ils la font 3 voire 4 fois. Les jus s'écoulent par les interstices et tombent dans un bélan. D'accord. On ouvre le bouchon ici. Le jus s'écoule ici, et une fois qu'on a 20 hecto-50 de jus, on ferme le bouchon et on repart dans un autre bélan. Parce que les 20 hecto-50, c'est de la cuvée. Donc 4000 kg donne 25 hectolitres 50 de jus, 20 hecto-50 de cuvée, 3 hectos de première taille, 2 hectos de deuxième taille. Super. Donc une fois que c'est rempli, par un système de pompe, on va basculer les mous dans des cuves. Alors, un marc, 3 cuves, 3 cépages, 9 cuves. Donc, les chardonnays sont pressés ensemble, les pinots meuniers ensemble et les pinots noirs ensemble. En règle générale, on fait de 4 à 6 marcs par jour, sachant qu'un marc dure 2h30, voire 3h. Donc, grande journée. Début 6h du matin. Nathalie nous a rejoint. Nathalie va nous donner des informations complémentaires. Oui, tout à l'heure Florence vous a expliqué que une fois que le marc était pressé, donc fonction des jus, après tout va être transvasé des cuves qui sont en dessous du pressoir dans d'autres cuves en inox et le jus va rester dans ces cuves pour procéder au débourbage. On a un carnet, ça s'appelle un carnet de pressoir sur lequel on est obligé de marquer la date, l'heure, l'acheteur en cas où ça soit ou Charles Etsic ou Louis Redrer qui achète les raisins, les apportants, c'est-à-dire les personnes qui amènent les raisins. À la fin, on met le volume récolté, c'est-à-dire 25 hectolitres 50, et on pèse le mou, c'est-à-dire qu'on veut savoir le degré potentiel du marc. Ça, c'est obligatoire. Et je signe. Et à chaque fois que je fais un marc, je le marque sur mon carnet de Systématiquement. Systématiquement. Quand j'ai des marcs qui partent au commerce, une citerne vient le lendemain pour les récupérer, je dois le marquer sur mon carnet de pressoir comme quoi il est parti. C'est-à-dire que les maisons viennent avec un document qui s'appelle un document d'accompagnement. Je dois mettre ce numéro-là sur mon carnet de pressoir. Et si j'ai un contrôle de la douane, à ce moment-là, ils me disent j'ai fait 20 marcs, il y a 10 marcs qui sont partis. Vous devez avoir 10 marcs en cuverie, c'est obligatoire. 10 marcs à 25 hectolitres 50, je dois avoir 255 hectolitres dans ma cuverie. Ils vont regarder toutes les cuves et si jamais il y en a trop, c'est amende. Alors Florence, chers téléspectateurs, on poursuit notre visite donc de cette unité de production traditionnelle de champagne, toujours en compagnie de Florence. Là, c'est la cuverie, Florence. Voilà, c'est la cuverie. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace? Au moment des vendanges, on se sert beaucoup de ces cuves-là. C'est-à-dire que toutes ces cuves sont des cuves de débourbage. D'accord. On a peut-être les premières, c'est ça? Donc, dans les grosses cuves, on met la cuvée. Donc, logiquement, on met 2 cuvées dans une cuve. Donc, ça fait 51 hectos.
Et dans les petites cuves, c'est première taille, deuxième taille. Parce que tous les mous sont travaillés seuls. D'accord. Le mou reste donc 12 heures dans la cuve. Au bout de 12 heures, la lisse est déposée, ça s'appelle des bourbes, donc on ne va prendre que le dessus. Et les bourbes sont détruites pour faire de la fine champagne. Ah, voilà. En fait, rien ne se perd. Rien ne se perd. Dans le raisin, rien ne se perd. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que une fois que vous avez fini votre marc, il reste des aignes, c'est-à-dire le résidu. Avec le résidu, on peut faire du marc de champagne et on récupère les pépins pour faire de l'huile de pépins de raisin. Ah, super. Donc, vraiment, tout est utilisé. Donc, une fois que les vendanges sont finies, on fait la chaptalisation et on attend la fermentation alcoolique. C'est là que... Qui dure combien de temps environ? Ça dépend des années, ça dépend des cuves, ça dépend des cépages. Bon, il faut quand même attendre, je vais dire, un petit mois, je pense, hein, en gros. Alors, je constate que les cuves n'ont pas la même capacité. Non. Il y en a de grande taille, il y en a... Est-ce qu'il y a une explication à cela, en fait? Ah oui, parce que bon, nous, on est quand même dans une région où on a beaucoup de pinot meunier. Donc, comme on travaille les mous séparément, il nous faut des cuves de différentes catégories. Et en plus, comme vous avez et de la cuvée, et de la première taille, et de la deuxième taille, c'est obligatoire. Donc, on reste vraiment dans ce qu'on va dire du biologique. On ne peut pas appeler ça du biologique. On reste le plus nature possible. D'accord. Okay. Mais on ne peut pas prétendre à la terminaison biologique. D'accord, c'est parfait. On n'est pas bio. Parce que moi j'estime que l'air n'est pas bio, l'eau n'est pas bio. Donc c'est un petit peu délicat pour dire on est biologique. On est biologique. Voilà. Donc une fois que le tirage est fait, les bouteilles vont partir pour 15 mois en cave. 15 mois en cave. Minimum, c'est un minimum. On n'a pas le droit de vendre des bouteilles de moins de 15 mois de cave. Et pourquoi? C'est une réglementation du CIVC, du Comité interprofessionnel des vins de Champagne. Et qu'est-ce qui se passe justement pendant cette période-là? Les bouteilles dorment. Elles sont couchées dans le noir et on n'y touche pas. D'accord. C'est-à-dire qu'on laisse le temps au ferment de faire la deuxième fermentation en bouteille. C'est ça qui va créer les bulles. Ah, super. Puisque justement, on se pose la question de savoir les bulles, justement, le champagne, les bulles, forcément, comment ça s'explique? Un phénomène chimique? C'est un phénomène chimique puisqu'on met des ferments au moment du tirage. Donc ces ferments-là, avec le sucre, vont travailler et vont occasionner des bulles. Que serait le champagne sans les bulles, hein, donc, Mais ça occasionne aussi un dépôt. Et c'est ce dépôt-là qu'on va travailler pour pouvoir vendre notre champagne. Et là on rogne la vigne. Alors c'est une vigne que j'avais déjà fait avant. Bon, il reste quelques morceaux, quelques branches un peu à couper. Là le tracteur est au ralenti. Voilà. Toujours en compagnie de Emmanuel sur son tracteur, on a eu droit à, pour moi c'était une visite à des vignes, mais pour vous c'était pas une visite. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Emmanuel? On était en train de rogner, on appelle rogner, c'est-à-dire couper tous les bouts qui dépassent afin de mettre propre la vigne. Et ainsi, pour les vendangeurs, le raisin est plus accessible. Et vous le faites combien de fois par jour, par semaine? Ah non, c'est pas par semaine ni par... voilà, c'est on passe 3-4 fois dans l'année et puis c'est tout. C'est-à-dire dès le printemps, enfin au printemps, dès l'instant où c'est poussé, que la végétation est assez haute, on passe et voilà, on passe ça et voilà. Et au moins nos vignes restent propres toute l'année. D'accord, voilà. Voilà, donc nous sommes à la maison Valade, voilà, en compagnie de Nathalie, avec les différentes variétés de champagne dans cette magnifique région de France qui est la Champagne-Ardenne. Alors, quand on consomme du champagne comme ça, on se rend peut-être pas compte que derrière, voilà, la consommation, c'est vraiment
des années de dur labeur. Tout à fait. Vous avez au minimum pour chaque bouteille, vous avez déjà 1 an de travail dans les vignes. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'avant d'avoir le raisin et le jus de raisin au pressoir, vous avez déjà 1 an de travail dans les vignes. Et ensuite, vous avez donc toute la durée de stockage en cave. Déjà donc au minimum 15 mois. Mais avant ces 15 mois-là, vous avez tout le temps en cuverie, ce que vous avez vu tout à l'heure avec Florence. Donc quand vous ouvrez une bouteille, il faut toujours s'imaginer que derrière, vous avez au minimum 3 ans de travail, quoi. Voilà, donc 1 année de travail dans les vignes et même si même pas 3 ans, c'est 4 ans en fait de travail au minimum derrière, voilà. Notre voyage, chers téléspectateurs, se poursuit dans la région de Champagne-Ardenne. Comme pour le constater, il y a toute une industrie touristique qui s'est développée autour du Champagne. Vous avez d'ailleurs ce message route touristique du Champagne parce que vous avez la possibilité de venir voir comment ça se passe. Et peut-être un peu plus loin aussi, il y a des châteaux avec des chambres d'hôtes. Donc ça vous donne l'occasion de consommer du champagne sur place, mais également voilà, de pouvoir profiter de l'environnement, de voir comment tout cela est préparé. Donc on va dire que c'est un paysage qui est absolument magnifique et qui nous donne l'occasion aussi de pratiquer un certain nombre d'activités comme le vélo. Donc c'est une région de la France qui est absolument magnifique. On y vient pour du champagne, mais on y vient également pour d'autres activités. On va tout de suite poursuivre notre visite parce qu'il y a une autre maison de champagne qui nous attend. Ça va? Bonjour. Bonjour le maire. Alors, pour mes copains africains, je mets des verres Arnaud Barat. C'est des verres qui sont haut de gamme. Et je mets pas les verres normaux. Voilà. J'espère que vous allez beaucoup aimer. Cette bouteille est un blanc de meunier. C'est un champagne qui est assez rare. Tout le monde connaît blanc de blanc. Tout le monde connaît blanc de noir. Mais blanc de meunier, c'est encore un produit très méconnu. C'est un 100% cuit de meunier. Pas de pesticides, pas d'acaricides, pas d'engrais chimiques et surtout, c'est un produit en viticulture raisonnée. Voilà. Voilà, nous sommes en compagnie de monsieur le maire qui est un producteur de champagne. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous accueillir chez vous en tout cas. Alors ce qu'on a pu constater, c'est que tout cet environnement est dédié au champagne. Ah, ici, on est dans un petit village de 210 habitants seulement. Et 70% des personnes travaillent pour le champagne, à peu près. Alors racontez-nous la belle histoire de Le Maire et du champagne. Alors Le Maire, la caméra. Moi je suis arrivé en 1975 à la maison Le Maire. Monsieur Le Maire avait 2 filles et il avait décidé, les filles ne reprenaient pas l'exploitation. Il avait décidé donc d'arrêter. Et comme nous, dans ma famille, nous on était 4 garçons, c'était le contraire, on était de l'autre côté, côté nord de la vallée de la Marne. J'ai décidé de reprendre l'exploitation en 1975. Donc je suis revenu sur l'exploitation. Alors nous sommes en 2019, est-ce que tout se passe bien? Vous n'avez pas de regrets, vous êtes plutôt content? Ah, tout se passe bien, mais vis-à-vis des ventes et tout, il y a tout un changement qui se fait dans le monde entier. Que Monsieur le maire était surtout franco-français, alors que maintenant nous exportons plus de 50% de la production. Voilà, alors parlez-nous de votre belle histoire avec le champagne également. Elle remonte à quand? Comment vous vous retrouvez dans le champagne? Alors, monsieur le maire a commencé aussitôt la guerre en 1945, mais avant il a travaillé pendant 9 ans chez Moët-et-Chandon. D'accord. Et il était très jeune, bien entendu. Et son papa et sa maman, ils n'étaient que producteurs de raisins. Il ne faisait pas de champagne. Et lui, étant donné que c'était un ancien de chez Moët-et-Chandon, il a dit je vais créer ma propre marque. Donc c'est là qu'il a créé sa marque Le Maire et c'est lui le premier vigneron qui a créé une marque de champagne qui s'appelle, chez nous ça s'appelle la cuvée Trianon. Chez Moët-et-Chandon c'était le Dom Pérignon et lui il a dit moi je vais faire une marque de prestige. Donc cette marque il l'a appelée la cuvée Trianon. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et aujourd'hui, vous exportez le champagne à travers le monde, en Australie? Pas à travers le monde, mais on exporte, on fait surtout sur la France. On est très européens. D'accord. Nous faisons la Corée, nous faisons les États-Unis. On a un petit contact là pour le Japon maintenant, actuellement.
Ça vient tout doucement. Et bientôt l'Afrique aussi avec... Avec la Sazule président. Ah avec sa ben là, présidente. j'espère que... Alors l'Afrique, ça vous parle aussi Ah ben oui, c'est un continent franchement que moi je pensais pas et que j'ai déjà visité, mais j'y pensais pas du tout. Hein. Voilà, pour moi, je pensais même pas qu'il y avait du champagne qui se buvait. Je vais vous faire une confidence. Je viens du Cameroun et le Cameroun est le premier pays africain consommateur de champagne. J'avais bien compris ça. Nous faisons des fermentations alcooliques à pas plus que 13 degrés. On veut que ça aille très doucement parce que vous savez qu'une cuve qui part en fermentation comme ça, ou comme ça, comme on veut, hein, la température peut monter à 50 degrés. Ah, carrément. Donc c'est exactement comme si vous faites une cuisine que vous cuisez un œuf. Si vous le laissez trop longtemps sur la cuisinière, il va cramer. Mais pour le vin, si les fermentations montent beaucoup trop en température, on peut avoir, je ne dis pas des goûts de cramé, mais on peut avoir ce problème, ce phénomène que les fermentations se font trop vite. Et donc pour réguler ça, on a des drapeaux où on passe du froid dans les cuves et les fermentations alcooliques ne se réalisent qu'à 13 degrés. Ici, nous avons pareil, hein, tout. Donc c'est fermé. Là, il y a des vins de conservation. Et tous les fûts qui sont ici, c'est pour la bouteille millésimée. D'accord. Là, je lis meunier. Oui, là, on laisse jamais les fûts vides dans l'été. On les remplit toujours avec un autre vin. Là, il y a du meunier dedans, mais normalement, c'est du chardonnay. D'accord. Mais étant donné que le chardonnay a été mis en bouteille le 3 avril, on a complété pour ne pas laisser les fûts vides. On remet toujours du vin. Voilà. C'est du bois de chêne? C'est du chêne de Bourgogne. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais on peut les garder, nous, pendant 15 ans. Tant que la barrique, pour faire le champagne, tant que la barrique est dans un bon état, on peut les garder très longtemps. Et donc après, ces bouteilles de collection. Chardonnay. Chardonnay, on fait meunier et pinot noir, mais là c'est pareil, on les a remplis parce que l'été on ne peut pas les laisser vides. Tout à fait. C'est des bouteilles de collection qu'on fait sur un premier cru qui est d'Auvillers, qui s'appelle les Hautes Prières. C'est ce qu'on a bu, le blanc. C'est ce que vous avez dégusté en 2009 et 2008. Voilà, une très belle bouteille. Ok. Et cette production, c'est une toute petite production, une toute petite vigne. On produit entre 1800 à 2000 exemplaires maximum pour tout le monde. C'est vraiment des pièces de collection. Ah, c'est comme ça, des bouteilles voilà. de collection. Et tout le restant, c'est pour faire du champagne blanc de blanc. Tout le restant. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Parce que là, vous nous présentez les instruments. Parce qu'il y a des non-initiés qui nous regardent en ce moment et qui ne comprennent pas grand-chose au langage du champagne. Alors, qu'est-ce que c'est cet instrument? Ça s'appelle une pipette. Une pipette. Oui, tout simplement. Donc, je vais prendre un petit peu de jus de ce tonneau pour vous le faire goûter. D'accord. Vous allez voir. Très très beau vin, je vais les déguster. Alors, un peu fruité. Oui, très aromatique. D'accord, c'est bien ce que je disais. Ouais. Voilà. Alors, monsieur le maire, là à présent, nous sommes dans une des caves. Hein. Il y en a combien? Il y a 3 caves. On a 3 caves comme ça, on n'en visite qu'une, mais nous avons 3 caves comme ça de stockage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la cave en fait? Qui représente à peu près 5 ans de stock. D'accord. Voilà. Ce qui se passe, eh bien, une fois qu'on a mis en bouteille, toutes ces bouteilles-là sont stockées ici. Là, je vais vous en montrer une petite partie parce que vous voyez, c'est des bouteilles de collection. Vous voyez, c'est la récolte 2010 qu'on n'a pas commencé encore. Et c'est cette bouteille-là. Ah, super. Voilà. Ok, donc au finish, on a cette bouteille. On a cette bouteille, c'est une toute petite production on appelle ça des collections. D'accord. Sur un premier cru. C'est un tiers de chardonnay, un tiers de meunier, un tiers de pinot noir sur des très vieilles lignes de plus de 40 ans d'âge. Et vous voyez, en 2010, on n'a fait que 1300 exemplaires seulement. Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi numéro 1 du vin, c'est l'oxygène. Donc ici, nous, en cave, on peut garder les bouteilles 20 ans, même 30 ans si on veut, hein. C'est pas un souci. Mais vous savez très bien qu'il faut les dégorger pour vous mettre le bouchon. Et c'est une opération qui dure
Ça peut durer, allez, de 5 minutes, mais c'est 5 minutes que le vin est à l'oxygène. Et dès qu'il y a l'oxygène, la structure du vin va changer. C'est pour ça qu'on dit toujours que tous les vins mousseux, ce ne sont pas des vins de garde. C'est pas la peine de les garder chez vous. C'est à nous à les conserver. On n'est pas du Bordeaux où eux, ils mettent en bouteille et ils ferment. Et après, ce n'est jamais ouvert. Mais tous les mousseux du monde, ils sont réouverts. Donc il faut absolument les protéger et pas les conserver dans les caves pendant 10 ans comme j'en vois. Beaucoup des bouteilles millésimées, Mainom, des collections aussi. Et les collections, elles sont 2015. Elles vont rester ici pendant au moins encore 5 ans, hein, minimum. Là, on travaille tout par palette. On a beaucoup moins en tas. Parce que c'est des bouteilles spéciales. Les Mainom, c'est pareil. C'est des bouteilles spéciales, donc on met dans les palettes. Et ici, il y a à peu près 180 000 bouteilles. Commence, elles sont comme ça. Et quand c'est terminé, regardez. Il va tourner. Regardez, vous allez voir. La visite se poursuit, nous sommes chez Serge Chétain, donc également une marque de champagne bien connue. Nous sommes toujours dans la région du Grand Est français avec monsieur Serge Chétain, donc sa compagne, et puis Rachel aussi qui est là, qui a repris un tout petit peu les activités de la famille. Est-ce que monsieur Chétain, vous pouvez, pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment au Cameroun, nous raconter brièvement l'histoire de Serge Chétain? J'ai commencé à faire du champagne en 73. Avant, mes parents faisaient le vin qui était vendu directement aux grosses maisons. J'ai commencé en 73 à faire du champagne et puis après mes petits-enfants ont continué sur la même lancée en améliorant beaucoup de bouteilles que je ne faisais pas. Vous êtes content de ce que Serge Chétain est devenu aujourd'hui? Vous avez pris votre retraite? On ne peut pas en être mécontent. Hein. Bon, si personne n'avait repris, si mes petits-enfants n'avaient pas repris, ça aurait été quand même triste. Mais là, c'est la continuité, quoi. Et ce qui est extraordinaire, chers téléspectateurs, c'est que ce sont des dames qui ont repris le flambeau. Voilà, donc les dames dans le champagne. Rachel, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le champagne? Vous êtes une dame au Cameroun, on dirait que vous êtes une warrior, une guerrière dans le champagne. Un petit peu, parce que c'est quand même un milieu d'hommes. Donc, mais comment vous faites en tant que femme? On a réussi à s'imposer tout doucement. Au début, on nous prenait peut-être pas trop au sérieux. Et puis petit à petit, Gérant fait partie des meubles. Et puis on a quand même réussi à un petit peu améliorer la gamme. Et puis maintenant, ça passe bien. C'est vrai que la tradition, et puis que ce soit de père en fille, puis en plus ma fille qui prend la suite, je trouve que c'est vraiment bien parce que la terre reste dans la famille et c'est important. Alors on va accueillir Alissa. Alissa, c'est la fille, je pense que c'est la toute dernière génération. Alissa qui s'implique également donc, dans le processus de fabrication, de production de champagne. Alissa qui est la fille de Rachel, la petite fille de Serge Chétain. Alors Alissa, vous vous retrouvez dans le champagne, vous n'avez pas trop de choix, non? Non. Enfin, je trouve qu'on a réussi à améliorer la gamme, à la compléter, parce que c'est vrai qu'à la base, il y avait donc le brut, le rosé. À la fin, mon grand-père avec ma mère ont sorti les belles années. Et c'est vrai qu'on a réussi à continuer et à pouvoir proposer une belle gamme à nos clients. Alors, de façon concrète, Alissa, vous êtes plus jeune, c'est quoi la plus-value que vous avez apportée? Un peu plus de fraîcheur, un peu plus de... En fait, on travaille beaucoup en famille avec ma mère, on travaille vraiment toutes les deux ensemble. Donc mon grand-père m'a quand même appris à conduire le tracteur, ces choses-là, le travail de la vigne aussi, parce qu'en fin de compte, c'est mon grand-père et ma mère qui m'ont tout appris. Donc c'est grâce à eux maintenant que je peux travailler dans les vignes. Je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement. Et c'est vrai que ma mère, quand elle fait des choses, on communique beaucoup ensemble, on se pose « Oh tiens, est-ce que tu voudrais améliorer quelque chose ?» En fait, c'est mon point de vue. On se complète toutes les deux et grâce à ça, c'est vrai qu'on fait des belles choses.
Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette visite au cœur du Champagne. Le Champagne qui est cette boisson prisée par des millions de personnes à travers le monde. Je sais que vous qui nous regardez en ce moment au Cameroun également, vous êtes des fins consommateurs du Champagne. Nous en savons un peu plus sur le process de fabrication de ce nectar, on va le dire comme ça. Le Champagne qui peut être consommé en toutes circonstances. Le Champagne qui se rattache automatiquement à la France. Merci Rachel, c'est avec vous qu'on termine ce programme consacré donc au Champagne. Merci à Serge Chétain, donc vous représentez la marque Serge Chétain. On va se quitter de la plus belle des manières, voilà, donc en savourant du champagne. Et on va inviter donc Françoise à nous rejoindre. Françoise qui est originaire du Cameroun et qui fait la promotion de la consommation du champagne. Merci en tout cas à vous, Françoise, de nous avoir accompagnés pendant ce périple au cœur de la Champagne-Ardenne. Merci. Voilà, un petit mot à ceux qui vous regardent du côté du Cameroun. Je rappelle que vous êtes originaire du Cameroun. Voilà. En tout cas, je remercie Eric Christian d'être venu ici aujourd'hui parce que c'est un honneur pour la Champagne d'avoir quelqu'un qui se déplace pour vous montrer comment ça se passe au niveau du champagne. Parce que quand on boit du champagne, on ne sait pas vraiment comment c'est travaillé. Et là, il vous montre... il est au cœur du champagne. Donc, je remercie, grâce à la SASU, le président, on peut se permettre de rencontrer des belles personnes. On remercie également donc, GPS France qui s'occupait de la direction photo. On remercie Hilaire Sopi pour la logistique. Merci donc à toutes ces maisons de champagne qui ont bien voulu nous accompagner. Chantal Toucap qui était notre script. Merci à tous et à toutes et à très très bientôt. On va trinquer, hein, donc, bravo, merci beaucoup. Voilà, c'est fait. Merci à vous de nous avoir regardés et à très très bientôt. Merci. Voilà. Merci. Chin chin. Voilà, merci. Rachel, simple.